Au départ, l'histoire semblait simple. Le peuple sénégalais voulait tourner la page Macky Sall, rompre avec la France-Afrique, sortir d'un système jugé injuste. Le visage de ce changement, c'était Ousmane Sonko, figure de la rupture, opposant persécuté, emprisonné, radié, diabolisé. Mais au moment décisif, ce n'est pas lui qui est élu. C'est Bassirou Diomaye Faye, son allié, son frère de lutte, présenté comme le candidat de substitution. Sonko, c'est le livre déjà rempli, avec ses combats, ses sacrifices, son histoire. Diomaye, lui, c'est la page blanche qui commence à s'écrire, depuis le fauteuil présidentiel. Et c'est là que tout devient intéressant, voire inquiétant. Le pouvoir change les hommes, teste les amitiés les plus solides, expose les vraies loyautés et ouvre la porte aux influences extérieures. Dans cette chronique, on va comprendre pourquoi certains parlent déjà de fissures entre Sonko et Faye, ce que Nathalie Yamb avait annoncé 1 an plus tôt, et comment les forces extérieures, France, CEDEAO, États-Unis, pourraient jouer sur ces tensions. Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Pendant des années, le visage de l'opposition radicale au système, c'est Ousmane Sonko. Radié de la fonction publique, traîné en justice sur tous les terrains possibles, accusé de tout et de n'importe quoi. Viol, complot, terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, son parti dissous, ses militants emprisonnés, certains tués. Malgré ça, il ne disparaît pas. Au contraire, il continue de travailler, de structurer un projet de société, de sillonner le pays, de parler à la jeunesse, à la diaspora. Il ne se contente pas d'un statut de victime du régime ou de président volé, il construit un projet politique solide, radical, assumé. Puis arrive la séquence incroyable. Après l'avoir tout fait pour le neutraliser, le pouvoir le libère. Lui est Bassirou Diomaye Faye, candidat de substitution. Et au moment du vote, ce n'est pas Sonko qui s'assoit au palais, c'est Bassirou Diomaye Faye. D'un côté, on a l'homme du projet, du sacrifice, du combat, Sonko. De l'autre, on a celui qui se retrouve sur le trône, Faye. C'est là que Nathalie Yamb met un premier avertissement. Le pouvoir, ce n'est pas un canapé à 2 places. Il n'y a qu'un seul siège. Elle dit en clair, les promesses, la fraternité, les discours, c'est bien. Mais la réalité du pouvoir, elle, est impitoyable. Ce premier chapitre montre une tension de fond. Le peuple a voté un projet incarné par Sonko, mais c'est Faye qui détient désormais les pouvoirs constitutionnels. Ça crée une situation fragile. Le leader moral versus le leader institutionnel, celui qui a inspiré la rupture, n'est pas celui qui signe les décrets. Légitimité politique versus légitimité électorale, beaucoup considèrent que sans Sonko, il n'y aurait jamais eu cette victoire. Le test du caractère, le pouvoir va révéler qui est vraiment Faye, un continuateur loyal ou un président qui prend ses distances. C'est ce décalage entre le projet Sonko et le pouvoir Faye qui nourrit toutes les inquiétudes actuelles. La première alerte concrète n'est pas venue d'un grand discours, mais d'une lettre. Tout part d'un épisode bien précis, la coalition Diomaye président. Avant tout ça, Sonko avait posé des lignes claires. La coordination de la coalition, c'est Aïda Mbodj. C'est elle la présidente et coordinatrice, point final. Le message était « On ne touche pas à l'organigramme sans concertation ». Puis arrive une lettre datée du 10 septembre 2025, attribuée à Bassirou Diomaye Faye. Dans ce document, on lirait la fin de la mission d'Aïda Mbodj et la nomination d'Aminata Touré comme nouvelle superviseure générale chargée de restructurer la coalition. Pour beaucoup, si cette lettre est authentique, c'est un séisme. Faye prend une décision à contre-courant de ce que Sonko a rappelé publiquement. Il fait entrer une figure politique qui ne vient pas du cœur du projet PASTEF, et il le fait sans respecter les circuits habituels du parti. Résultat, certains Sénégalais y voient un acte d'insubordination, d'autres y lisent déjà un bras de fer avec Sonko. Certains vont même jusqu'à se demander « Est-ce que Diomaye n'aurait pas au fond plus de proximité ou de sympathie pour Aminata Touré que pour Sonko ?» Que ce soit juste ou exagéré, ce questionnement existe, il circule, il alimente la suspicion. Face à cela, le bureau politique de PASTEF répond fermement. Il rappelle que Faye n'était que le candidat de la coalition, mais pas le chef de la coalition. Il rappelle aussi qu'Aïda Mbodj a été désignée par la conférence des leaders, pas par Faye tout seul. Et il conclut, ils ne suivront aucun projet piloté par Aminata Touré dont ils ne partagent ni la vision, ni les valeurs, ni la méthode. En parallèle, PASTEF commençait déjà à réfléchir à l'après. Un nouveau cadre, un nouveau nom. APT, Alliance patriotique pour le travail et l'éthique. En résumé, pendant que certains pensent restructuration, d'autres pensent rupture. Cet épisode révèle un point clé, le mode de décision. Ce que cette lettre, si elle est authentique, raconte, c'est un président qui commence à agir en dehors du cadre du parti, des décisions qui semblent tomber d'en haut, une sensation de contournement de Sonko et de PASTEF.
Même si dans les faits, il peut y avoir des nuances, dans la perception populaire, ça donne. On a voté pour un projet collectif, pas pour qu'une personne change les règles seule. Et cette différence entre collégialité, version PASTEF, et présidentialisme, version Faye, peut devenir une fracture majeure. Un an plus tôt, Nathalie Yamb avait déjà mis en garde. Dans une vidéo, elle félicitait la victoire de Bassirou Diomaye Faye, mais elle posait une série de questions qui résonnent encore aujourd'hui. Elle rappelait que la victoire de Faye est d'abord le résultat du travail acharné de Sonko et de PASTEF, que Sonko ne s'est jamais arrêté après 2019, qu'il a reconstruit son influence sur le terrain, au pays comme dans la diaspora, que le projet PASTEF n'est pas un programme bricolé en 2 mois, mais une construction de long terme. Elle insiste sur 3 éléments. 1. La résilience exceptionnelle de PASTEF, capable de continuer à fonctionner alors que, le leader est en prison, le parti est dissous, des cadres sont emprisonnés. 2. Le courage personnel de Sonko, qui s'est constamment placé en première ligne malgré les risques. 3. Le fait qu'une telle victoire, dans un tel contexte, n'est pas possible sans négociation en coulisses. C'est là qu'elle introduit le mot-clé, le deal. Elle explique que, comme pour la libération de Nelson Mandela, la libération de Sonko et de Faye n'a pas été gratuite. 4 grands acteurs avaient intérêt à négocier. Macky Sall pour organiser sa sortie et éviter une chasse aux sorcières. La France pour protéger ses intérêts économiques, monétaires, CFA, BCEAO et stratégiques. La CEDEAO, étroitement liée à Paris, qui ne veut surtout pas voir le Sénégal rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Les États-Unis, qui voient que le Sénégal comme une pièce stratégique dans leur jeu face à la Chine et à la Russie. Elle ne dit pas « je connais le contenu du deal ». Elle dit « je suis certaine qu'il y en a un ». Ce qui reste à découvrir, c'est ce que Sonko et Faye ont dû accepter. Ou renoncer. La grande question ici, ce n'est pas « y a-t-il eu deal ?», mais plutôt « qu'est-ce qui a été mis dans la balance ?» En politique, négocier, ce n'est pas forcément trahir, mais tout dépend de ce qu'on accepte de sacrifier. Ce chapitre introduit un point crucial. La victoire électorale n'est pas qu'une affaire de vote, c'est aussi une affaire d'équilibre géopolitique, de pression, de garantie. Le risque ? Que certaines promesses de rupture soient adoucies, retardées, voire enterrées, au nom de la stabilité et des engagements pris. Nathalie Yamb va plus loin en mettant en lumière un autre danger, la récupération du panafricanisme par le système qu'il combat. Elle s'inquiète des fréquentations politiques de Sonko, son alliance avec succès Masra au Tchad, ses liens avec certains opposants très visibles dans les médias pro-France-Afrique, la création d'une alliance dite interafricaine progressiste qui pourrait être utilisée pour fabriquer une version panafricanisme compatible avec l'Occident. En gros, elle pose cette question dérangeante. Est-ce qu'on n'essaie pas de fabriquer un panafricanisme de vitrine, acceptable pour Paris et Washington, pour canaliser la colère des peuples sans jamais aller jusqu'à la rupture réelle ? Elle rappelle une règle. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Pour elle, il n'y a que 2 voies réelles de rupture. Des militaires patriotes qui prennent leurs responsabilités, des civils patriotes portés par un peuple conscient et exigeant. Tout ce qui ressemble à des compromis flous avec les puissances étrangères est vu comme une menace potentielle pour la cohérence du projet de rupture. Ce chapitre soulève un vrai dilemme. Un leader panafricaniste ne vit pas dans le vide. Il doit composer, parler avec tout le monde, même avec ceux qui ne pensent pas comme lui. Mais si ces alliances semblent trop compatibles avec le système qu'il dénonce, il risque de perdre sa crédibilité. Ici, l'analyse de Yamb pose un avertissement. Le système France-Afrique ne va pas juste subir. Il va tenter de rallier, récupérer, détourner ceux qui peuvent canaliser la colère populaire. L'enjeu, pour Sonko comme pour Faye, c'est de ne pas devenir malgré eux des outils d'un système qu'ils ont promis de combattre. Il y a un autre point sensible, la question des alliances régionales et des bases étrangères. Sonko avait tenu un discours clair. Soutien au pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, volonté d'envoyer des soldats pour aider le Mali contre le terrorisme, critique ouverte de la France-Afrique, volonté de remettre en cause la présence militaire française. Mais une fois Bassirou Diomaye Faye élu, dans ses premières déclarations, il appelle les pays de l'AES à revenir dans la CEDEAO. Pour certains, ça ressemble déjà à un changement de ton. Yamb dit « ne surinterprétez pas trop vite ». Mais elle rappelle aussi, pour rejoindre l'AES, dans une logique souverainiste, il faut rompre avec certaines dépendances, dont la présence militaire française. Or, la fermeture des bases françaises n'est pas encore au programme officiel au Sénégal. Elle rappelle aussi que l'AES est à la base une alliance de pays qui ont perdu une partie de leur territoire à cause du terrorisme, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. En parallèle, elle décrit le Sénégal comme un pilier central du dispositif France-Afrique, pilier administratif et intellectuel, à côté de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Tchad, avec une longue habitude d'héberger des institutions, des ONG, des bases, des projets. L'arrivée du projet PASTEF
Pastef à la tête de ce pays, c'est comme si on commençait à taper au marteau sur les piliers. Ce n'est pas encore de la dynamite, mais ça fissure déjà l'édifice. Ce chapitre met en lumière le décalage classique entre les promesses de campagne et les contraintes du pouvoir. Les enjeux. Sécurité versus souveraineté. Comment se détacher des bases françaises sans créer un vide sécuritaire exploité par d'autres? Intégration régionale versus rupture politique. Rejoindre ou soutenir l'AES implique une logique de rupture plus brutale que ce que certains acteurs internationaux sont prêts à accepter. Lenteur de l'État versus impatience du peuple. Le peuple veut voir rapidement des actes symboliques, monnaie, base, accords, etc. Mais les réformes structurelles prennent du temps, surtout dans un système aussi verrouillé. On arrive au cœur du malaise actuel. La sensation qui monte chez une partie du peuple, c'est que Bassirou Diomaye Faye commence à s'éloigner progressivement du projet initial de Pastef, prendre des décisions qui ne ressemblent pas aux promesses faites, s'adapter aux exigences des deals, des partenaires, des institutions. On entend de plus en plus, sans l'influence de Sonko, Diomaye n'aurait jamais été élu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il suit encore la même ligne ? Le problème de fond, Sonko, c'est le projet de rupture, Faye, c'est le président en exercice, avec sa personnalité, sa façon de gouverner, ses compromis. Le passage de militant à président change tout. Le ton devient plus diplomatique, les décisions plus prudentes, parfois plus conciliantes avec le système existant. Le franc CFA, les bases militaires, certaines orientations géopolitiques semblent déjà relativisées ou repoussées. Et pour beaucoup, ça ressemble au scénario classique. On a cru à une alternative, et on se retrouve avec une alternance dans le même système. Pour l'instant, rien n'est cassé définitivement, mais la fissure est visible. Et c'est précisément ce que Nathalie Yamb avait anticipé, le risque que le fauteuil présidentiel transforme la dynamique Sonko-Faye. Ce chapitre nous amène à une conclusion importante. Le danger n'est pas seulement que Faye trahisse, le danger, c'est que le système réussisse une fois de plus à absorber, diluer ou neutraliser un projet de rupture. Les points clés, Faye est une page blanche, en train de s'écrire. Il peut encore surprendre dans un sens comme dans l'autre. Sonko reste une figure centrale. Sans lui, le projet perd une partie de sa colonne vertébrale politique. Le peuple a déjà prouvé qu'il peut renvoyer un président. En 2000, en 2012, en 2024, les Sénégalais ont parlé. Ils peuvent le refaire si leurs espoirs sont trahis. Alors, où en est-on? Oui, il y a un malaise réel entre une partie de la base de Pastef et certaines décisions de Faye. Oui, la gestion de la coalition, l'épisode Aminata Touré, certains signaux géopolitiques nourrissent l'angoisse. Oui, Nathalie Yamb avait anticipé un risque de division entre Sonko et Faye. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de rupture officielle, juste des signaux faibles qui inquiètent, une fissure que beaucoup regardent avec attention. La question maintenant, c'est est-ce que Bassirou Diomaye Faye va prouver qu'il est le continuateur loyal du projet Sonko ou devenir le nouveau visage d'un système qui sait très bien recycler ses opposants? Et de l'autre côté, est-ce que le peuple sénégalais va rester spectateur ou continuer à jouer son rôle de dernier garde-fou, comme il l'a déjà fait plusieurs fois dans son histoire récente?